Aujourd'hui, on va parler de la question des taux d'intérêt historiquement bas. Donc, ça peut vous paraître un peu, enfin, peut-être un peu pointu, un petit peu difficile comme sujet. Mais au fond, dites-vous qu'on est dans une conjoncture, une conjonction de facteurs qui est assez difficile pour le monde de l'assurance, puisque vous avez, enfin, on a eu ces dernières années, on en a déjà parlé, je crois, dans nos conférences, mais une succession de catastrophes naturelles, c'est-à-dire on voit qu'il y a une accélération donc de la fréquence des catastrophes naturelles pour les assureurs dommages. La dernière en date, c'est Irma dans les Antilles françaises. Et puis on a eu des inondations, le début d'année a été difficile. Donc voilà, en termes de sinistralité, catastrophes naturelles, voilà, les temps sont un peu durs. Il y a la révolution numérique à laquelle il faut que chacun s'adapte, et notamment pour les plus petits, c'est pas évident. Il faut avoir les outils numériques qui séduisent la clientèle aujourd'hui. Il y a l'avalanche réglementaire dont on parle souvent. On a parlé lors de la dernière conférence sur la santé, la surréglementation. Là, on a les débats sur le reste à charge zéro qui ajoute encore une couche de complexité, de réglementation. Qu'est-ce que ça veut dire qu'être assureur santé? Voilà. Donc vous avez déjà un certain nombre de défis. Et puis aujourd'hui, on va ajouter le défi des taux d'intérêt historiquement bas. Donc en fait, ça concerne tant le monde de l'assurance dommage que le monde de l'assurance vie. Et on va vous l'expliquer avec José. On va commencer par... je dis quelques mots d'introduction sur l'assurance dommage, l'assurance vie, puis après José va vous expliquer tout ça de façon beaucoup plus pertinente, fine. En matière d'assurance dommage, vous avez deux façons de gagner votre vie. La meilleure des façons, c'est de gagner votre vie sur votre cœur de métier, sur l'assurance auto, sur l'assurance habitation. Bon. De fait, vous savez que la compétition est extraordinairement intense, notamment sur l'assurance auto. Il y a 150 assureurs dommages en France. Et souvent, on considère que l'assurance auto est devenue un produit d'appel. C'est-à-dire que vous ne gagnez pas votre vie techniquement, et on le voit par le fait que les ratios combinés, ce qu'on appelle le ratio combiné en assurance auto, est supérieur à 100 depuis des années. Depuis moins 5 ans, ou depuis 10 ans, me dit José, le ratio combiné est supérieur à 100. C'est-à-dire le ratio combiné, c'est-à-dire le ratio entre l'ensemble de vos sinistres, auxquels on ajoute vos coûts de gestion et de distribution, donc vraiment l'ensemble de vos coûts, et on rapporte ça aux primes que vous avez collectées. Donc un ratio combiné supérieur à 100, ça signifie que vous perdez de l'argent sur votre cœur de métier. Alors, jusqu'à une période récente, on se disait, bon écoutez, si c'est, mettons 105 le ratio combiné, donc on perd 5 points, c'est pas rien, mais on va se refaire sur les produits financiers, puisque dans ce métier de l'assurance, le cycle de production est inversé. On commence par collecter les primes et on paiera les sinistres plus tard. Donc puisqu'on collecte les primes d'abord, on va les placer. Et donc ça va nous faire des produits financiers. Et ces placements, on les fait à 80% en obligation dans le monde de l'assurance. Parce que vous avez besoin dans vos placements de faire des placements très liquides. Au cas où vous avez un gros coup dur, il faut que vous puissiez réaliser rapidement ces placements, retrouver de la liquidité. Et donc, très traditionnellement, dans le monde de l'assurance, on place en obligation d'État ou en obligation de très bonnes entreprises. Simplement, avec la baisse historique des taux d'intérêt qu'on va avoir aujourd'hui, ces placements, ils rapportent plus grand-chose. Et où là, vous pouviez auparavant, avec un ratio combiné de 105, vous dire, bon, c'est pas génial, je perds de l'argent sur mon cœur de métier, mais je me refais sur les produits financiers, donc au total, ça va. Eh bien, c'est un raisonnement que vous ne pouvez plus faire aujourd'hui avec des taux d'intérêt qui sont proches de zéro. Les taux d'intérêt des emprunts d'État, derniers emprunts d'État, José, c'est 0,75. On est monté à 0,8. On est à 0,8 sur les emprunts d'État français. Donc voilà, des taux d'intérêt historiquement bas. Et voilà. Donc vous pouvez, si vous avez un ratio combiné de 105, vous allez vraiment perdre de l'argent. Voilà. Donc ça, c'est sur l'assurance dommage, mais on va voir ça beaucoup plus en détail. Et puis sur l'assurance vie, la grande crainte, en fait, c'est une remontée brutale des taux d'intérêt. C'est-à-dire que les assureurs étant très investis en obligations, ils ont fait des plus-values latentes. Quand les taux d'intérêt baissent, vous faites des plus-values latentes, importantes, mais là, on est arrivé à des taux qui sont proches de zéro. Donc, a priori, les plus-values latentes, elles vont s'arrêter. Et a priori, c'est ce que José va nous expliquer, les taux d'intérêt vont remonter. Alors, est-ce qu'ils vont remonter lentement ou brutalement? Si ça remonte lentement, tout ira bien, personne ne sera déstabilisé, la clientèle ne sera pas déstabilisée, chacun pourra s'adapter. La grande crainte des assureurs vie, c'est qu'en cas de remontée brutale des taux d'intérêt,
les gens disent, bon écoutez, vos contrats d'assurance vie sur les fonds euros qui me rapportent 1,5%, pourquoi est-ce que je resterai chez vous si désormais de nouveaux acteurs me proposent des taux à 4%, en supposant une remontée rapide et brutale des taux d'intérêt. Et qu'à ce moment-là, les gens quittent, et vous devez vendre au pire moment, au moment où les taux sont remontés, et où donc vos plus-values latentes ont fondu. Donc les assureurs vie ont des matelas, on va voir ça, ils ont plusieurs coussins de protection en quelque sorte, des provisions, on va regarder ça en détail, il y a plusieurs réserves, plusieurs sécurités permettant de faire face pendant 2-3 ans à une remontée rapide des taux d'intérêt, mais enfin c'est quand même la grande crainte en matière d'assurance vie, une remontée brutale des taux d'intérêt qui déstabiliserait la clientèle, qui dirait pourquoi je reste chez vous, il faut que j'aille sur de nouveaux produits, des contrats plus rémunérateurs, et qui du coup déstabiliserait les assureurs vie. Et on va voir qu'au Japon, il y a eu près d'une dizaine d'assureurs vie qui ont fait faillite. Donc ce n'est pas un risque théorique, c'est quelque chose de très réel et de très présent à l'esprit des assureurs vie et des autorités prudentielles. Voilà, en introduction pour un peu cadrer le paysage, et je laisse la parole à José, avec qui on va rentrer dans le cœur des sujets. Oui, merci Arnaud. Juste, suite à cette introduction, ce que je vous propose, c'est peut-être d'un point de vue un peu scolaire, mais en essayant d'être interactif, donc je vous poserai des questions et je vous invite évidemment à y répondre. Dans une première partie, on verra le diagnostic. Lorsqu'on parle de taux bas, de quoi parle-t-on exactement? Dans une deuxième partie, on expliquera pourquoi on est dans une situation de taux bas. C'est quand même intéressant de savoir pourquoi on est dans une situation de taux bas. C'est d'autant plus intéressant que si on comprend pourquoi on est dans une situation de taux bas, on est évidemment mieux armé pour savoir si demain on pourra sortir de cette situation et comment on va en sortir. Donc ça, c'est le risque de hausse des taux et de krach obligataire sur lequel on conclura. On conclura la présentation, mais avant de conclure, on fera une troisième partie pour spécifiquement faire le lien entre l'environnement de taux bas et le secteur de l'assurance, en revenant en détail, aussi bien sur la non-vie que sur la vie. Alors, d'abord, diagnostic. Les taux sont bas. Donc, comme l'a dit Arnaud, hein, le taux emblématique, celui qui est le plus commenté dans la presse, c'est le taux d'intérêt des obligations d'État à 10 ans. Donc, de fait, il se situe entre 0,8 et 0,9 là, depuis le début de la semaine. Et si on prend un petit peu de recul et qu'on regarde au cours des 20 dernières années, c'est la courbe bleue que vous voyez concernant le premier graphique de gauche, c'est continuellement décroissant. Donc si avant, vous preniez une obligation d'État, vous étiez rémunéré tous les ans aux alentours de 10% à la fin des années 80 et au début des années 90, et aujourd'hui vous n'êtes même pas à 1%. Donc, le niveau de rémunération a été divisé par 10. Bon. Alors, ça, c'est l'obligation à 10 ans. C'est-à-dire que quand même, enfin, vous prêtez à l'État sur une durée de 10 ans. Le graphique qui est représenté à droite, c'est ce qu'on appelle communément la courbe des taux. Donc évidemment, à 10 ans, mais vous pouvez prêter de l'argent à 1 mois, à 3 mois. Donc ça, on ne parle plus d'obligations assimilables du Trésor, on parle plutôt de billets de trésorerie. Et là, les taux sont particulièrement bas. Ils sont tellement bas qu'ils sont négatifs. D'ailleurs, ce qui est assez significatif dans cette courbe des taux, plus la durée est courte, plus le taux est faible. Ça c'est des choses qu'on comprend aisément. Ce qu'on comprend peut-être un peu moins bien, c'est pourquoi c'est plat entre globalement 1 mois et 2 ans. Pourquoi on est à une situation entre moins 0,5 et moins 0,6, à votre avis? Alors qu'on pourrait s'attendre quand même à une légère croissance, en partant d'un niveau certes bas, mais qu'on devrait avoir une légère croissance. Pourquoi, à votre avis, on est particulièrement bas et stable à ce niveau? Est-ce que quelqu'un a une idée? C'est un sujet qui est quasiment présent dans la presse tous les jours. Ça, c'est directement la conséquence de ce qu'on appelle le QE, le quantitative easing de la Banque Centrale Européenne. C'est-à-dire qu'on a une politique, et je reviendrai sur cette politique, d'achat massif d'obligations du Trésor par la Banque Centrale Européenne, qui se concentre au niveau des maturités, et en raison de l'offre existante, se trouve dans une situation de palier, et ne peut pas forcément descendre en dessous. Bon. Bref, le graphique de droite, il vous dit quoi? Les taux sont bas, ils sont d'autant plus bas que la duration de l'emprunt est courte, et on arrive, donc 0,79, ça c'était le 11 mai en fin de semaine dernière, et 1,66 à 30 ans, particulièrement bas. Pour mémoire, l'inflation en France, elle est de 1,6%.
C'est ça qui est intéressant aussi, parce que lorsqu'on voit les taux de 10% à la fin des années 80, au début des années 90, et de 1% aujourd'hui, ça n'a pas beaucoup de valeur si on ne met pas en face l'inflation. Ce qui drive, si je peux me permettre de m'exprimer comme ça, en mauvais français, ce qui drive un peu les comportements des agences, bah, c'est beaucoup plus le taux d'intérêt réel que le taux d'intérêt qui est représenté ici et qui est le taux d'intérêt nominal. Donc c'est une fois qu'on a corrigé l'inflation. Bref, pour dire les choses de manière très claire et simplement, si aujourd'hui vous empruntez, vous gagnez de l'argent par rapport à l'évolution du pouvoir d'achat de l'économie. Parce que l'inflation est supérieure au prix que vous payez en termes d'emprunt. Deuxième slide concernant ce diagnostic sur cet environnement de taux bas. Bon, je vais passer très très vite. Les taux sont bas, bah, il y a différents taux. Évidemment, ce ne sont pas les mêmes si c'est l'État qui emprunte, si c'est une entreprise qui emprunte, si c'est un ménage qui emprunte. Et parmi les ménages, bah, les taux sont bas, mais ne sont pas forcément les mêmes si le ménage emprunte pour un crédit à la consommation ou pour un crédit immobilier, même lorsqu'on corrige des durations. Bah, c'est également le cas, là ce qui est représenté à gauche, pour les entreprises. Alors, il y a différents types de crédits, crédit découvert, crédit d'investissement, crédit immobilier, crédit à trésorerie. Et particulièrement, ce qui est représenté là, bah, c'est cette décroissance. Les taux sont bas pour tous les acteurs et pour tout type de crédit. Bon, évidemment avec une certaine gradation, mais ce diagnostic prévaut. Le dernier graphique qui revient un peu sur ce diagnostic, peut-être un peu plus compliqué, c'est que, évidemment, il y a un écrasement des taux, et lorsqu'on regarde un peu en comparaison internationale, et on va s'arrêter uniquement dans le cadre de la zone euro, les taux sont bas également pour les principaux partenaires commerciaux de la France, de la zone euro. C'est ce qui est représenté à droite. Là, ce que vous avez, c'est la courbe des taux en bleu, AAA, ça vous parle, AAA? Voilà. Donc les pays qui ont une notation AAA, ce qu'on appelle le AAA, bah, évidemment, le pays qui est entre guillemets sûr parce que les conditions budgétaires, financières de ce pays sont plutôt saines, la croissance est là, le chômage est faible. Bah, évidemment, lorsque ce pays emprunte, bah, il emprunte moins cher qu'une économie qui se trouve en difficulté, la Grèce ou l'Italie, on reviendra un peu sur ces économies. Donc là, ce que vous voyez, c'est que indépendamment de ce trait de caractère entre le fait qu'une économie sûre emprunte moins cher qu'une économie entre guillemets moins sûre, bah, le différentiel de prêt entre ces deux économies, entre une économie AAA versus une économie toute obligation confondue, c'est la courbe en rouge, bah, ce différentiel est particulièrement faible. 45 points de base, donc c'est 0,45%. 0,45% à 10 ans entre ces deux types d'économies, quand on sait qu'au plus fort de la crise des dettes souveraines, à votre avis, le différentiel de taux d'emprunt entre l'Allemagne et l'Italie, il était de combien? Voilà, on était plutôt à 600 points de base. Hein, on atteignait les 7% en Italie, quand en Allemagne on était même inférieur, plutôt à 1%, en France on était de l'ordre de 2%. Voilà, donc les taux sont bas pour tous, pour toutes les durées, et pour tous les acteurs. Sur ces graphiques, vous voyez aussi que les taux peuvent être négatifs, quoi, ce qui est vraiment une sorte d'aberration. Quand José et moi, on a fait des études d'économie, je pense que si on avait mis dans une copie que les taux d'intérêt pouvaient être négatifs, inférieurs à 0, je pense que le prof d'économie nous aurait dit vraiment vous avez de drôles d'idées, bon. N'importe quoi. Donc là, on est dans une situation que je crois on peut qualifier d'aberrante, c'est-à-dire que on a vu, donc ça a été le cas sur les... Enfin, ça n'a jamais été trop le cas pour les emprunts d'État français, mais pour les emprunts d'État allemands ou suisses, que les gens étaient prêts à dire, écoutez, je vous donne 100, et puis dans 10 ans, si vous me rendez 99, ça sera bien. Je serai content. Donc, ce qui est quand même un truc qui est un peu fou. Bon. Donc ça veut dire que l'emprunt d'État a une mission de coffre-fort et où en fait vous confiez votre argent à l'État allemand ou à l'État suisse en disant bon ben voilà, et puis vous me le rendrez dans 10 ans, et puis c'est normal, vous prenez votre commission, du coup vous rendrez que 99 dans 10 ans. Mais enfin la situation de taux d'intérêt négatif est quand même quelque chose de profondément aberrant. Voilà, à vos souhaits. Allez, on continue.
Et demain, est-ce que les taux vont continuer à être bas? Là, on a récupéré, alors le consensus forecast, c'est un sondage qui est mené auprès des professionnels, des investisseurs de la finance, pour l'essentiel du secteur bancaire, mais pas seulement. Il y a également les organisations institutionnelles qui délivrent leurs prévisions sur l'évolution des taux à 1 an. Bon. Alors, ce qu'on voit, c'est que finalement, ces taux vont rester particulièrement bas pour toutes les économies, hormis pour les États-Unis, où on est déjà à un niveau de 2,8%, ça c'était le 9 avril 2018, mais vous savez que, en lisant la presse sur ces derniers jours, on a dépassé le seuil de 3% récemment, ce qui a fait les gros titres. C'est quelque chose sur lequel on reviendra aussi. Donc on est déjà sensiblement supérieur aux États-Unis que dans le reste des économies avancées, le Japon évidemment, mais également la zone euro. Autrement, pour les pays de la zone euro, les prévisions à avril 2019 montrent qu'il y aura une évolution, certes, de ces taux avec une légère augmentation, mais cette augmentation est toute mesurée. On restera dans un environnement bas, encore en prévision, d'après les principaux prévisionnistes financiers pendant au moins 12 mois. Alors pourquoi on est dans une situation de taux bas? Comment on peut expliquer? Quels sont les mécanismes économiques qui permettent de comprendre, enfin en tout cas d'expliquer, cette situation de taux bas? Alors évidemment, juste pour mémoire, ayez ça en tête, globalement, un taux d'intérêt, et notamment un taux d'intérêt à long terme, c'est la somme de 3 choses. C'est la somme d'une inflation, d'un taux de croissance et d'une prime de risque, pour faire simple. À l'équilibre, le taux d'intérêt est représentatif, notamment d'une économie, est représentatif de ces 3 grandeurs. Donc la première explication, les taux sont bas parce que l'inflation elle-même a été basse. On en parle beaucoup moins aujourd'hui, mais il n'y a pas si longtemps, il y a 2 ans, il y avait un débat qui était prégnant en France et dans la plupart des économies européennes, c'était le débat de la déflation et de tomber dans une situation de déflation. Et quand on voit les difficultés enregistrées par l'économie japonaise, c'est évidemment quelque chose contre lequel les banquiers centraux, mais également les gouvernements, ont cherché à lutter. Alors, c'est ce qui est représenté ici. Là, sur le graphique de gauche, vous voyez les taux d'inflation de la zone euro, l'Allemagne et les principaux pays, les 4 principaux pays de la zone euro, l'Allemagne, la France, l'Italie et l'Espagne. On était dans une situation d'inflation très basse, voire négative, entre 2015 et 2016. Voilà. Et là, récemment, on est sorti de cette situation, alors de manière un peu brutale, au début de l'année 2017. Ça, c'était clairement en lien avec la remontée des prix du pétrole, qui avait atteint un point bas 1 an auparavant, de l'ordre de 20 à 30 $ le baril. Alors ça commence à faire loin quand on sait qu'aujourd'hui on est passé au-dessus du seuil de 70 $. Désormais, en France, le dernier chiffre qui est sorti hier, c'est 1,6% de taux d'inflation. Et globalement, au niveau de la zone euro, on est également à un niveau de l'ordre de 1,5%, en tangente 1,5%, ce qui reste significativement inférieur à la cible de la Banque Centrale Européenne, qui est, c'est facile, alors souvent on dit qui est de 2%, mais dans les textes, la cible de la BCE, c'est toujours inférieur, mais proche de 2%. C'est ça. Voilà. Alors la première raison, c'est l'inflation qui est faible. L'inflation qui est faible, mais pour creuser un petit peu, c'est un peu l'histoire de l'œuf et la poule. De fait, si les taux sont bas, l'inflation est basse, et si l'inflation est basse, de fait, les taux sont bas aussi. Il y a évidemment une raison exogène, un choc exogène, qui justifie que l'inflation a été très faible et a tiré les taux vers le bas. C'est toute la différence entre la corrélation et la causalité. Là, il y a clairement une causalité de l'inflation vers les taux en raison du choc sur les prix du pétrole. Et choc sur les prix du pétrole, concrètement, je vous avais promis que j'allais poser des questions, à votre avis, quel est ce choc sur les prix du pétrole, là, entre 2014 et 2016, massif, qu'il y a eu et qui s'est produit, et qui a tiré de manière très très forte les prix vers le bas? Ce serait quoi? Mais pourquoi les prix ont chuté? Entre les Saoudiens et les États-Unis, lorsque les États-Unis
Ah, voilà, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Je rajouterais à une nuance près. Oui, à une nuance près, ce qu'a dit votre camarade, c'est exactement ça. À une nuance près, il y a un choc d'offres qui provient de l'exploitation massive des gaz de schiste. Et donc il y a un choc d'offres qui fait qu'à activité donnée, on s'est retrouvé avec beaucoup plus de pétrole, parce qu'on a commencé à développer la production de gaz de schiste. Sauf que cette production de gaz de schiste, elle nécessitait des investissements massifs et coûteux. Et pour que ces investissements soient rentables, il faut que le prix soit relativement élevé. Or, les Saoudiens, enfin bon, il y a également des tensions géopolitiques et puis entre l'OPEP et d'autres économies productrices de pétrole. Dans un premier temps, ces économies n'ont pas décidé de diminuer le quota de production de pétrole pour justement laisser les prix baisser et mettre en difficulté un certain nombre d'acteurs producteurs de gaz de schiste aux États-Unis. Et d'ailleurs, ça faisait les gros titres du FT. Certains producteurs ont mis la clé sous la porte. Bon. Ça, c'est pendant un premier temps. Ensuite, dans un deuxième temps, évidemment, ces économies, et notamment la Russie également, a passé un accord avec l'OPEP pour limiter, pour diminuer les quotas de production de pétrole et faire remonter les prix du pétrole. Donc, il y a vraiment eu deux temps. En tout cas, la première des causes concernant les taux bas, c'est une inflation qui est basse en raison du choc sur le prix du pétrole. Voilà. La deuxième raison, c'est un peu un leg de la crise des dettes souveraines et de la crise financière. Un peu un leg dans la mesure où on s'est retrouvé avec des économies qui ont commencé à épouser le modèle allemand, à savoir un modèle dans lequel l'épargne est supérieure à la consommation. C'est ce qui est représenté ici. Donc globalement, on a un surplus d'épargne. Ça, c'était le cas historiquement en Allemagne, mais depuis la grande récession, les Allemands ont demandé à ce qu'il y ait une consolidation budgétaire des économies européennes, des autres économies européennes, évidemment les économies qui se trouvaient en difficulté, pour respecter les critères de Maastricht, que ce soit un niveau de dette à 60%, un déficit inférieur à 3%, en tout cas un rétablissement de la situation financière de toutes ces économies, ce qui veut dire qu'on a demandé à ces économies de serrer la ceinture. Et serrer la ceinture, ça veut dire quoi? C'est de faire un effort en termes d'épargne et de consommer moins. Alors, s'il y a un surplus d'épargne et une moindre consommation, de fait, cette épargne, elle vient se porter sur ce qu'on appelle le marché des biens prêtables, et notamment les marchés obligataires. Donc vous avez un déplacement, l'économie se résume souvent comme le croisement de deux courbes, une courbe d'offre et une courbe de demande. La courbe de demande, elle est restée, bon, certes, elle a un petit peu augmenté parce que la situation financière s'est dégradée, mais d'un autre côté, la courbe d'offre s'est déplacée beaucoup plus massivement et a fait tirer les prix vers le bas. Voilà. Donc, de fait, le prix d'une obligation, à savoir le taux d'intérêt délivré sur les obligations. Donc, deuxième explication, deuxième cause de cet environnement de taux bas, une déconnexion entre l'épargne et la demande dans ces économies avec un surplus d'épargne. La troisième explication, j'en ai déjà parlé, hein, c'est clairement une explication qui est beaucoup plus conjoncturelle et qui est l'action massive des banquiers centraux, à savoir la Banque centrale américaine, mais également la Banque centrale du Japon, la Banque centrale du Royaume-Uni et plus récemment la Banque centrale européenne. Cette action, dans un premier temps, elle se matérialise par ce qu'on qualifie de politique conventionnelle, avec une diminution des taux d'intérêt. Mais très vite, dans un deuxième temps, elle s'est matérialisée par des politiques qu'on a qualifiées de non conventionnelles, des politiques qui consistent à se porter sur les marchés et à acheter directement des obligations. Donc c'est ce qu'a fait la Banque centrale européenne. Dans un premier temps, elle a diminué sensiblement les taux d'intérêt, ce qui est représenté à gauche. Et dans un deuxième temps, elle a augmenté ce qu'on qualifie de bilan de cette banque centrale. Au fait, elle a acheté massivement des titres. J'évoquais tout à l'heure le choc de demande de titres. De plus en plus de personnes ont voulu acheter des titres obligataires, et d'autant plus que les banquiers centraux s'y sont mis aussi. Ce qui a permis de tirer vers le bas, davantage encore, les taux obligataires. Donc c'était un soutien, en creux, hein, c'est un soutien énorme, massif, à toutes ces économies, qui de fait pouvaient emprunter beaucoup moins cher. D'accord ? Et cette action de la Banque centrale, c'est pas pour soutenir les économies qu'elle a fait ça, c'est clairement pour sortir de cette situation de déflation. L'objectif d'une banque centrale, c'est la stabilité des prix. Ce que j'avais dit comme étant la cible inférieure mais proche à 2%.
Et dès lors que la zone euro enregistrait un taux d'inflation qui était proche de zéro, elle se devait de mener ces politiques, ce qui de fait se matérialise par une relance de l'économie. Voilà globalement les trois principales causes de cet environnement de taux bas qu'on peut exhiber. Alors Arnaud l'a dit en introduction, cet environnement de taux bas est très préjudiciable pour les sociétés d'assurance, pour les sociétés d'assurance non-vie, on en reparlera après, mais évidemment aussi pour les sociétés d'assurance vie. Et un précédent historique, c'est ce qui s'est passé au Japon au tournant des années 90-2000. Entre 1997 et 2001, il y a 7 acteurs qui ont fait faillite au Japon. Alors je ne voudrais pas caricaturer le propos et dire c'est à cause de cet environnement de taux bas. Je voudrais juste vous sensibiliser sur au moins deux aspects qui me semblent importants. Le premier aspect, c'est globalement la situation dans laquelle on est aujourd'hui. C'est une situation qu'on a déjà observée et sur laquelle on a déjà, comment dire, un REX, un retour d'expérience, qui est l'économie japonaise avec l'éclatement d'une bulle immobilière et financière au début des années 90. Donc cette situation de taux bas, de déflation et de crise, c'est quelque chose qui a traversé l'économie japonaise à partir du milieu des années 90 jusqu'à encore même un petit peu aujourd'hui. Vous savez que le taux d'inflation au Japon et le taux obligataire est encore très bas. Sauf qu'à un moment donné, lorsque l'assureur vie qui vend une assurance vie s'engage à verser un taux de rémunération chaque année de X%, ça peut être 2-3%, et qu'à côté, au niveau de l'actif, donc, cette société récupère l'épargne des ménages au niveau du passif, et puis ensuite vous avez l'ALM qui fait qu'au niveau de l'actif, vous êtes dans l'obligation de chercher des actifs pour pouvoir satisfaire cet engagement. Vous vous retrouvez sur le marché avec des obligations qui ne délivrent plus le taux, enfin, qui présentent une déconnexion massive avec le taux sur lequel vous vous êtes engagé. Donc c'est clairement quelque chose qui s'est déjà passé au Japon. Et de fait, 7 acteurs ont fait faillite. Alors je disais que je ne voulais pas caricaturer mon propos parce qu'il y a 3 raisons pour lesquelles 7 acteurs ont fait faillite. La première raison, elle est macroéconomique et elle est liée à cet environnement de taux bas, certes. Mais ce n'est pas la seule raison non plus, il y en a 2 autres. Il y a eu un problème de distorsion du marché. Il y a une très belle note de la CPR qui explique toute cette situation. Il y a une distorsion de marché parce que la Poste japonaise, donc c'est la société Kampo, qui bénéficiait d'avantages. Donc au fait, elle était dans la possibilité de proposer des produits qui étaient très avantageux sans forcément supporter le vrai coût parce qu'elle bénéficiait d'avantages et notamment d'une sécurité de la part de l'État. La troisième raison, c'est une raison de gouvernance. Gouvernance, pourquoi? Parce que les pouvoirs publics encourageaient une politique commerciale agressive de la part de tous ces acteurs pour justement commercialiser de l'épargne individuelle. Donc comme dit, 7 acteurs ont fait faillite pour des raisons de solvabilité. En termes de poids, ces 7 acteurs représentaient pas loin de 1% du PIB japonais. Alors 1% du PIB japonais, juste le PIB en France c'est 2200 milliards, donc ça fait 22 milliards. Donc autant vous dire que c'est loin d'être négligeable si on plug un peu, enfin si on bascule un peu cette histoire japonaise dans le cas de la France. Qu'a fait l'État japonais? En conséquence, l'État japonais, elle a fait ce qui a été appelé le Japanese Big Bang, pour de vrai, c'est le nom que... Et effectivement, le nom est assez pushy, Japanese Big Bang, et on comprend pourquoi, parce que la première mesure qui a été adoptée, c'est d'autoriser les organismes à revenir sur les engagements. Donc vous avez commercialisé un produit, vous avez promis du 3%, et puis la société d'assurance est revenue vers vous en vous disant bah non, finalement, ça ne sera pas 3, ça sera 2. Bon. La deuxième mesure, c'est bon, on voit bien que la difficulté de cette mesure, c'est l'acceptation par la population. Donc la deuxième mesure, c'est quand même de protéger toute la population et faire en sorte que si la société d'assurance fait faillite, on assurait les encours de l'épargnant japonais. Donc on donnait la possibilité à l'épargnant japonais de récupérer ses deniers. La troisième mesure, elle est évidente, c'est de faire un package réglementaire beaucoup plus solide que ce qu'il y avait avant, et notamment en termes de solvabilité. Donc voilà. Voilà ce qui s'est passé en substance au niveau du Japon. Après vous avoir dit ça, on va passer dans la situation française. Oui ? Je comprends pas, Yamato Life, il a été racheté par Prudential.
Alors, ça, c'est une question très... Vous dites, c'est Vous avez Yamato Life en faillite en octobre 2008. Il a été racheté par Prudential. Oui, bah, certainement, ils ont dû récupérer les actifs d'une manière ou d'une autre. Donc ça, c'est les acteurs. De fait, oui. Après, moi, je ne vous cache pas que je ne suis pas un spécialiste des acteurs de l'économie japonaise. Hein. Yamato Life rachète Taisho, lui-même 8 ans après racheté par Prudential. Je prétends pas non plus, j'ai vécu 9 mois au Japon, mais je prétends pas non plus être expert, en tout cas pas à cette période-là. Mais ce qui est important, on va passer maintenant à l'économie, enfin aux assureurs français. Ce qui est important vraiment d'avoir en tête, c'est il est bon pourquoi la Banque Centrale Européenne, comme la plupart des banques centrales, se fixe un objectif d'inflation de l'ordre de 2%, et donc des taux d'intérêt qui décollent un peu du zéro. Voilà. Pourquoi on ne se fixe pas un objectif d'inflation de zéro? Pourquoi est-ce qu'on ne se fixe pas un objectif de prix qui baisse, au fond? Vous en avez là une illustration, parce que vous pourriez vous dire, mais si les prix baissent, c'est formidable. Hein. L'ordinateur, le frigo, dans 6 mois, ils coûteront moins cher. Pourquoi est-ce qu'on ne vise pas ce type d'objectif de politique économique, de baisse des prix? Ça ne serait pas formidable si le frigo baisse de quelques pourcents dans 6 mois, si la maison, si l'automobile que je rêve d'acheter coûte un peu moins cher dans 6 mois, ce serait formidable, non? Donc pourquoi ce n'est pas la politique économique que l'on se fixe? Pourquoi la Banque centrale ne se fixe pas comme objectif la baisse des prix? C'est impossible. Pas impossible, je ne sais pas. Si j'estime que mon frigidaire sera moins cher dans 6 mois, Oui. je vais d'abord différer mon... Voilà, vous allez différer vos achats. Et donc en fait, on entre dans ce qu'on appelle la déflation, c'est-à-dire qu'en fait, vous dites oui, au fond, dans 6 mois plus tard, si j'ai la perspective que le frigo va effectivement coûter encore 3% de moins dans 6 mois, je vais encore reporter mon achat, et du coup, vous avez une contraction économique, tout le monde reporte à plus tard les achats qui ne sont pas absolument indispensables à court terme, et vous entrez dans une récession économique. Donc c'est pour ça qu'il est bon d'avoir un peu d'inflation, et par ailleurs, un peu d'inflation permet d'ajuster les salaires réels, c'est-à-dire que si vous n'avez pas d'inflation du tout et que vous n'augmentez pas la personne, elle le voit. S'il y a 2% d'inflation et que vous n'augmentez pas la personne, ça va conduire à une baisse de 2% du salaire réel. Donc un peu d'inflation permet aussi des ajustements non douloureux, alors que dans un contexte autre, vous avez besoin de baisser les salaires explicitement, les salaires nominaux, comme ça s'est fait en Grèce par exemple. Et là, c'est très douloureux à tout point de vue et très sensible pour la population. Voilà. Alors, on enchaîne sur la situation des assureurs français. Alors oui, juste avant de passer dans le cas spécifique de la France, donc on a parlé un peu d'un cas extrême, mais qui est riche en enseignements et qui s'est passé au Japon. Et si on fait une cartographie, en fait, c'est clairement tiré d'une étude de Moody's de la situation des différentes économies. Donc on voit bien que le degré de fragilité des économies, finalement, dépend de plusieurs variables. La première des variables, c'est la potentielle déconnexion, en tout cas les engagements de l'assureur en termes de taux d'intérêt, ce qu'on appelle les taux garantis. Dans le code des assurances, ça porte un autre nom, c'est le taux technique. Le taux technique qui est afférent au contrat d'assurance vie. Alors évidemment, plus ce taux est élevé, plus l'engagement est fort et contraignant. La deuxième variable qui mesure un peu ce degré de fragilité potentielle d'une économie, c'est est-ce que l'économie commercialise beaucoup de contrats, de ce type de contrats en euros. C'est un peu la différence entre les contrats en euros et les contrats en unités de compte. Raison pour laquelle on voit que le Royaume-Uni n'est absolument pas concerné, ou en tout cas l'industrie au Royaume-Uni n'est absolument pas affectée par cet environnement de taux bas parce qu'ils vendent pour l'essentiel des unités de compte. Il n'y a pas d'assurance vie en euros. La troisième variable, c'est un peu plus technique, c'est ce qu'on appelle l'écart de duration entre l'actif et le passif. Évidemment, si on est bloqué par cet écart de duration, à savoir qu'on a des engagements qui sont longs et des engagements qui sont longs tout simplement parce que dans le portefeuille, on a des obligations long terme, alors qu'au niveau du passif, les assurés peuvent du jour au lendemain partir avec ce risque de rachat. On se met dans une situation de difficulté si on est amené à vendre des actifs
moins-value latente. Voilà. Donc, s'il y a un écart de duration entre l'actif et le passif, c'est également un degré de fragilité des sociétés. Donc là, vous avez le panorama de toutes les économies les plus exposées, mais également les moins exposées, parmi les principaux acteurs de l'assurance vie. Et on voit, d'après Moody's, alors c'est une étude qui commence à dater, parce qu'elle est sortie en 2015, la France se trouve un petit peu au milieu, au même titre que les États-Unis. Les pays les plus en difficulté, c'est l'Allemagne, ça on s'en serait douté, l'Allemagne, les Pays-Bas, la Norvège, Taïwan. D'ailleurs, l'Allemagne, les Pays-Bas, on comprend mieux aussi également la position de ces deux économies au niveau des discussions au sein du Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne, ces deux économies qu'on qualifie de faucons, parce que c'est les plus ardents attaquants de cette politique de quantitative easing. Évidemment, eux, ils aimeraient bien sortir de cette politique afin que les taux puissent remonter et ne pas mettre en difficulté, l'industrie d'assurance de ces économies, et deux, pouvoir rémunérer la population allemande, qui est une population beaucoup plus d'épargnants. Alors en France, souvenez-vous, il y a de ça un peu plus d'un an et demi, c'était à la fin de l'année 2016, donc c'est un article de presse, évidemment c'est pas fait pour lire, mais il y a eu évidemment dans la loi Sapin 2, une disposition qui a fait pas mal de bruit. Même si, gardons en tête, c'est une disposition qui finalement existe déjà. Alors, pour être précis, elle existe déjà au niveau microprudentiel, et ce qu'a fait la loi Sapin 2, c'est de l'élargir à un niveau macroprudentiel. Donc, en fait, elle a autorisé le Haut Conseil de stabilité financière, le HCSF, à pouvoir notamment bloquer les rachats. Souvenez-vous, au plus fort de la crise, de la grande récession 2008-2009 et quelques années après, de la crise des dettes souveraines en 2011-2012, on a assisté ici ou là à ce qu'on appelle du bank run, notamment en Chypre. Et donc de fait, pour éviter ce bank run, c'était l'économie chypriote, avait bloqué, on ne pouvait plus tirer l'argent. Et de crainte qu'il y ait cette même situation dans le secteur de l'assurance, la loi Sapin 2 a donné cette possibilité au niveau macroprudentiel de bloquer des rachats, blocage des rachats qui peuvent être même... Peut-être expliquer ce que c'est bloquer les rachats. Alors bloquer les rachats, vous avez une assurance vie, donc vous avez placé, on va dire 10 000 euros, vous avez 10 000 euros sur cette assurance vie, et vous voulez acheter une voiture, vous voulez acheter un bien de consommation, et vous décidez de récupérer votre épargne de votre assurance vie. Ça s'appelle un rachat. Ça s'appelle un rachat. Sauf que le problème, c'est que si plusieurs acteurs font ce même geste au même moment, potentiellement, ça met en difficulté toute l'industrie. De la même manière, si vous avez un compte bancaire et que vous avez de l'argent dans ce compte bancaire, si tout le monde décide de retirer son argent au même moment, ça peut mettre en difficulté votre banque. Pourquoi ? Parce qu'elle estime qu'une part de l'épargne peut être utilisée et placée parce qu'immuable, et donc, de fait, la trésorerie avec laquelle peut vivre aussi bien une banque qu'une assurance ne correspond pas forcément à toute l'épargne qui est constituée auprès d'une banque ou d'une assurance. Donc, ce qu'on appelle le bank run côté banque, c'est un peu l'assure-run, enfin, c'est un mot qu'on voit beaucoup moins souvent, mais c'est un peu cette idée, et c'est ce qu'on appelle le risque de rachat. Le risque de rachat, c'est un comportement massif coordonné de plusieurs épargnants qui viendraient retirer de l'épargne de leur assurance vie. Le gouvernement précédent, c'était à l'automne 2016, a voulu avoir un geste rassurant, mais en fait, il a créé plutôt de l'inquiétude. C'est-à-dire qu'il a voulu être rassurant pour dire votre assureur ne fera pas faillite, puisque je vais potentiellement, en cas de remontée rapide des taux d'intérêt, si les entreprises d'assurance vie sont en difficulté pour faire face à la vague de rachat, je vais bloquer les choses, ce qui fait que l'assureur vie ne fera pas faillite, et donc on pourra gérer les choses dans le temps. Donc dans l'esprit des régulateurs, dans l'esprit du gouvernement, c'était un geste rassurant pour montrer qu'il était en capacité de gérer la situation. En fait, ça a plutôt inquiété les épargnants en disant donc ça signifie que potentiellement cet argent que j'ai placé en assurance vie, potentiellement, le gouvernement peut m'interdire de le récupérer. Oui, effectivement, le gouvernement a le pouvoir réglementaire de prendre une telle décision.
via ce Haut Conseil de stabilité financière. Et donc, ça a plutôt créé de l'inquiétude sur le moment que rassurer la population. Et qu'en est-il en France? En fait, c'est les deux illustrations que vous voyez à droite. La première représente le taux technique. Le taux technique, c'est l'engagement moyen du secteur de l'assurance. Donc on voit qu'on est proche de 0. Ce qui veut dire que l'engagement n'est pas nul. Ce n'est pas parce que c'est proche de 0 que l'engagement est nul. On se rend bien compte de la difficulté. Si les taux, comme on a vu, certains taux, et notamment sur les maturités courtes, sont négatifs, le fait d'avoir un taux technique de 0, ça veut dire que vous offrez quand même une garantie du capital. Mais si vous refinancez à côté, ce qu'expliquait Arnaud, sur des titres qui sont à des niveaux de taux négatifs, c'est un engagement qui est loin d'être neutre. En tout cas, ce n'est pas un engagement qui est nul. Une fois que j'ai dit ça, certes, mais aujourd'hui, en 2015, on était à 0,4, aujourd'hui, on doit être à 0,3% en moyenne de taux technique, alors que l'inflation, comme dit, est plutôt de 1,6% et les taux d'intérêt des obligations d'État à 0,9%. Donc la France se trouve dans une situation plutôt confortable aujourd'hui au regard de ce taux technique moyen. Je dis ça, je nuance par le fait que là, ce qui est représenté, c'est le taux technique moyen. Vous pouvez évidemment avoir des acteurs qui sont au-dessus et des acteurs qui sont en dessous. Et il peut y avoir des contrats, et notamment des contrats anciens, qui offraient des niveaux de rémunération beaucoup plus élevés. Le deuxième point, qui vient nuancer quand même le risque de taux bas qui pourrait affecter la profession et l'industrie en France, c'est un taux de rachat d'expérience de 1973 jusqu'à récemment, qui augmente légèrement, mais qui n'a jamais connu une hausse marquée et très nette depuis près de 40 ans. Le taux de rachat est resté quand même très étal. Hormis en 2011-2012, où là on a observé le petit pic qu'on voit à la toute fin, au niveau de la droite, et qui correspondait à la crise des dettes souveraines. Mais même avec cette crise des dettes souveraines, rappelons-nous, les taux d'intérêt espagnols, italiens étaient de l'ordre de 7%. La Grèce, le Portugal, l'Irlande étaient juste dans l'incapacité d'emprunter sur les marchés et bénéficiaient du programme d'aide de ce qu'on appelait la Troïka. Même dans cette situation, oui, on a un taux de rachat qui a augmenté, mais qui est demeuré relativement faible, voire inférieur à 6%. Une hausse, somme toute, mesurée. Ça, c'est... là, on va faire un focus sur la non-vie, et c'est totalement l'illustration de ce que disait Arnaud en introduction. Le secteur de l'automobile en France, depuis 10 ans, là, on voit le dernier carré vert, c'est 2003-2004, et encore, il est vraiment très très faible, ça c'est ce qui représente le ratio combiné. Pour mémoire, un ratio combiné, plus il est élevé, moins c'est bon, en termes de résultats techniques. Et là, on voit un ratio combiné qui est supérieur à 100, qui est un peu le seuil, à partir duquel les ratios techniques sont, enfin quand on dit un ratio technique concernant le métier, où cette assurance se trouve en difficulté. Donc c'est une branche de l'assurance qui a enregistré un ratio métier négatif depuis 10 ans. Et de fait, elle était en capacité de générer un résultat technique au sens comptable, c'est un résultat positif, en raison des placements financiers. Placements financiers, pourquoi? Parce que les taux n'étaient pas nuls. La question se pose, là, dans une situation de taux bas, l'équilibre entre la partie métier, que disait Arnaud, et la partie financière, qui est complètement chamboulée. Alors, c'est vrai que c'est chamboulé, mais c'est pas tellement parce que les taux sont bas, c'est beaucoup plus une raison de diminution des taux dans le temps. Là, le point qui est important, c'est le fait que les taux ont diminué au cours du temps. Donc c'est ça qui vient modifier l'équilibre entre la partie métier et la partie financière. Et dès lors qu'on a ça en tête, dans une perspective historique, au cours des 20 dernières années, on voit bien qu'il y a une relation très forte entre le taux de rendement brut des placements récurrents, ça c'est juste une illustration des taux bas, sauf que là on est beaucoup plus précis, on regarde le taux de rendement des placements des assureurs. Alors ce taux de rendement il diminue, tout simplement parce que les taux ont diminué, et ça on s'y attend. Et en parallèle, c'est la courbe en bleu, et en parallèle, qu'est-ce qu'on a? On a des provisions, les provisions des assureurs, l'échelle est inversée, attention, qui augmentent.
Donc pour générer la même masse d'argent financière, les assureurs ont compensé la baisse des taux par une hausse de l'assiette et du provisionnement. Un simple calcul de vase communicant entre la baisse des taux, d'une part, et la hausse de l'assiette, d'autre part. C'est ce qu'on observe depuis 20 ans de la part des sociétés d'assurance. Donc, pourquoi est-ce qu'on vous embête là avec ces taux d'intérêt historiquement bas? Pourquoi est-ce qu'on passe tant de temps à vous en parler? Comprenez la situation dans laquelle les assureurs peuvent se trouver, enfin, potentiellement en tout cas. C'est-à-dire, si on ne gagne pas d'argent sur l'assurance auto, sur son cœur de métier, en termes de métier, on l'a vu, les ratios combinés depuis 10 ans sont supérieurs à 100. Donc ça veut dire que l'assurance auto est devenue un produit d'appel, la concurrence est telle, donc vous voulez garder vos parts de marché, vous ne voulez pas vous désengager de ce marché, mais pourtant vous perdez de l'argent sur ce marché. Et vous restez présent parce que vous vous dites, bon, bah, c'est une question de fidélité de la clientèle, il faut que je propose une assurance auto, et parce qu'il est présent avec l'assurance auto, je vais placer une assurance habitation, une assurance accident de la vie, une assurance santé, enfin bon, et je vais gagner de l'argent par ailleurs sur d'autres branches du métier. Bon. Mais vous perdez de l'argent sur l'assurance auto, en termes de cœur de métier. Par ailleurs, si vous avez une mauvaise sinistralité, en termes de fréquence de catastrophes naturelles, on a eu Irma l'année dernière, on a le cyclone aux Antilles, on a eu des inondations terribles dans la région centre en 2016. En 2015, on avait eu aussi des inondations historiques, la pire année en termes d'assurance agricole. Bon. Donc si jamais vous ne gagnez pas non plus votre vie sur l'assurance habitation, bon, et que vous ne vous refaites pas sur les produits financiers, ce qui était quand même le raisonnement jusqu'à présent, de dire ok, je peux accepter de ne pas gagner d'argent sur mon cœur de métier, ce qui n'est pas bien, ce qui n'est pas sain, mais enfin je me refais sur les produits financiers, donc globalement ça va. Bah, voilà, si vous avez la combinaison des deux, ce qui est quand même quelque chose qui est plus ou moins en train de se produire, vous avez, on a vu en tout cas pour l'auto les ratios combinés terribles depuis 10 ans, vous ne vous refaites pas sur les produits financiers, ce n'est pas une situation saine et tenable durablement. Voilà. Oui. On enchaîne. Un dernier point pour finir sur l'assurance non-vie. Donc on a parlé évidemment du basculement entre la partie métier et la partie financière. Il y a une variable qui est très importante aussi, c'est la durée de l'engagement. On voit bien que la thématique, en fait la problématique de cet environnement de taux bas dans l'assurance non-vie, elle est clairement fonction aussi de la durée de l'engagement. Et plus la durée de l'engagement est longue, plus cette problématique est élevée. On a dit, si les taux diminuent, on augmente le provisionnement. Et par ce jeu de vase communicant, on arrive à maintenir la masse de produits financiers. Et c'est d'autant plus vrai que cet argent est placé sur une période longue. Donc le basculement entre baisse des taux et augmentation du provisionnement est surtout très fort pour les engagements en non-vie qui sont longs, au premier chef, la construction. Et ensuite vient tout ce qui est responsabilité civile. C'est clairement beaucoup moins un sujet en assurance habitation. L'assurance habitation est un risque qu'on peut qualifier de court. Donc de fait, le poids dans le résultat de la société, de la branche habitation, le poids de la partie financière est plus faible. Parce que le provisionnement représente une part des primes, toutes choses égales par ailleurs, beaucoup plus faible que pour les risques en non-vie qui sont longs. Voilà, une précision utile. On bascule, là, cette fois-ci, du côté des assureurs vie. Pour l'essentiel, comme dit, c'est deux problématiques qui touchent tous les assureurs, non-vie et vie. Pour les assureurs vie, on a vu que les taux techniques, en moyenne, étaient quand même très faibles. On a vu également que le taux de rachat, historiquement, le taux de rachat est une quantité qui croît, mais qui reste, qui n'a pas connu de soubresaut. On peut parler maintenant des coussins de sécurité. Alors, les coussins de sécurité, c'est toutes les dispositions qu'il y a dans le Code des assurances et qui permettent de s'assurer au régulateur que la société d'assurance pourra tenir ses engagements, auxquels viennent s'ajouter également les conditions de marché. Alors, au premier chef, il y a ce qu'on appelle la PPB, la provision pour participation aux bénéfices. Quand vous avez un contrat d'assurance vie, de fait, si la société d'assurance génère des bénéfices suite à ces placements, elle a la possibilité, de manière réglementaire, d'en servir une part, mais d'en conserver une autre part qu'elle servira plus tard à l'assuré. Et ça, c'est ce qu'on appelle la PPB.
C'est la première contribution et on voit que c'est quelque chose qui grossit au cours du temps. Là, on est en train de finaliser l'estimation pour l'année 2017 et on est supérieur au 3,1 de 2016, plutôt de l'ordre de 3,4%, confirmé. Ça, c'est le premier coussin de sécurité et c'est du dur. C'est de l'argent, c'est une provision qui est vraiment dans le portefeuille des sociétés d'assurance. Alors 3,4% en termes de provision mathématique, est-ce que c'est beaucoup, pas beaucoup? On voit bien que, historiquement, c'est en tout cas le niveau le plus élevé depuis 6 ans. Pour dire les choses autrement, 3,4%, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en moyenne, le marché est en capacité de servir une année donnée 3,4%. Ou de servir pendant 10 ans 0,34% de plus que ce que génère son portefeuille. Vous voyez, c'est vraiment de l'argent qu'elle est en capacité d'apporter en termes de rémunération auprès des assurés. Il y a une autre disposition qui est également du dur, qui se trouve dans le Code des assurances, qui s'appelle la réserve de capi, la réserve de capitalisation, qui est concrètement la matérialisation d'une plus-value latente obligataire, qui est de fait rachetée par la société d'assurance. Et là, de la même manière, c'est quelque chose qui, de fait, était de l'ordre de 1,5% des provisions mathématiques en 2012, et qui augmente au cours du temps. On est quasiment au même niveau en 2017. On est quasiment au même niveau en 2017. Voilà. Alors, ça, c'est les deux premières contributions, c'est les contributions réglementaires. Alors, il y a deux autres contributions qui sont plutôt des contributions qui proviennent de la situation de marché. Alors, la première des contributions, c'est les plus-values latentes actions et immobilières et les plus-values latentes obligataires. Bon. Plus-value latente obligataire, c'est un coussin de sécurité, mais on ne va pas se le cacher, c'est plutôt un coussin de sécurité qui est fait parce que c'est la contrepartie du fait que les taux sont bas. Si les taux sont bas, le prix de l'obligation, elle, est élevé, donc vous générez une plus-value latente. Et ça veut également dire que si les taux remontent demain, eh ben cette plus-value latente, elle va fondre comme neige au soleil. Bon. Et c'est un peu ce qui s'est passé, si on met un peu de côté le fait de renouvellement des portefeuilles des assurances, c'est un peu déjà ce qui s'est passé entre 2016 et 2017. On voit que la contribution, les premières indications qu'on a, c'est qu'elle devrait diminuer. Mais quand même, pour autant, le coussin de sécurité, quand on additionne ces 4 étages, on est de l'ordre de 5% pour la partie dure, c'est les deux premières contributions, 5% des provisions mathématiques, et pour la partie un peu moins dure, on rajoute de l'ordre de 11%. Alors, ça c'est vraiment très important de comprendre ce graphique. Et donc, ceux qui ont besoin de se concentrer, concentrez-vous sur ce tableau. C'est vraiment un des tableaux clés de la présentation. Alors c'est vrai, il fait un peu chaud dans la salle, on peut avoir tendance mais là, concentrez-vous sur ce tableau, parce que là, si vous comprenez ça, vous aurez compris beaucoup de choses. Donc José l'a expliqué, mais je me permets de revenir encore dessus pour bien insister, parce que en apparence, les assureurs vie sont vraiment très bien protégés, puisque vous voyez, genre 16-17% exprimés en pourcentage des provisions mathématiques. Ça veut dire que vraiment, il y a des coussins de sécurité qui sont très importants. Bon. Cela étant, comme on a dit, en cas de crise financière, ce qui est dans le haut de la tour, en quelque sorte, les 2 étages supérieurs de la tour, risquent de disparaître. En cas de remontée brutale des taux d'intérêt, les plus-values latentes obligataires, elles vont disparaître, par définition. Et puis, en cas de turbulence, que deviendra le prix de l'immobilier, que deviendront le prix des actions. Donc, l'étage en dessous, sur les plus-values latentes actions et immobilier, il est un peu incertain. Bon. Donc, ce qui est vraiment certain, ce sont les 2 étages du bas, la provision pour participation aux bénéfices et la réserve de capitalisation. Ça, c'est vraiment des coussins de sécurité dont on peut être sûr. Et c'est de l'ordre de 5%. Donc, ça veut dire que si les gens disent « Attendez, vous continuez à me servir du 1,5% sur le fonds euro, là, et moi, je vois que le concurrent, il sert du 4%. Donc j'ai envie de partir. » Alors, vous pouvez faire face, vous pouvez dire, mais attendez, moi aussi je sers du 4. Alors vous allez piocher 2,5 dans votre coussin de sécurité. Donc une année, vous survivez. Vous dites, moi aussi je suis capable de faire du 4. La deuxième année, allez, vous pouvez, à nouveau 2,5, et là vous aurez épuisé vos coussins de sécurité. Vous dites, moi aussi, je suis capable aussi de servir du 4%, donc restez encore chez moi. Mais voilà, donc en fonction de l'effort à faire, pendant 2-3 ans, vous êtes capable de faire face grâce à ces coussins de sécurité. Mais sinon, la clientèle risque d'être déstabilisée et de partir ailleurs. Donc, ce qui en apparence paraît des coussins de sécurité très élevés,
permettre, on va dire, de tenir plusieurs années, surtout si nous sommes filmés, on va tenir des propos un peu rassurants. On va pouvoir tenir plusieurs années pour faire face à une déstabilisation liée à une remontée brutale remontée brutale des taux d'intérêt, pardon. Mais enfin, pas tant que ça. Voilà, pas tant que ça, et donc ce n'est pas si... Enfin, c'est prudent, et ce n'est pas surprudent. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire, en fait? Que font les sociétés d'assurance? Voilà. Voilà, vous l'avez très bien dit. Donc, les unités de compte de plusieurs façons. Donc, vous savez, un assureur vie commercialise des contrats d'assurance. Il y a les contrats qu'on va qualifier de monosupport, c'est les contrats historiques en euros. Et il y a les contrats multisupports. Et de fait, il y a un basculement entre les monosupports et les multisupports grâce à la transformation. Voilà, on peut fourgousser depuis déjà un certain nombre d'années, je crois, si ma mémoire est bonne, c'est 2005. Depuis 2005 que le sénateur Fourgousse a permis cette bascule entre les contrats monosupports et les contrats multisupports. Ce qui fait que lorsqu'on regarde la commercialisation des contrats d'assurance vie, ça c'est la commercialisation, c'est dans les nouveaux contrats, la courbe en bleu, 95, pas loin de 95% des nouveaux contrats d'assurance vie, c'est des contrats multisupports. Il n'y a plus de commercialisation, il n'y a quasiment plus de commercialisation de contrats monosupports. Trop coûteux en fonds propres, trop risqués. Bon. Voilà. Ça, c'est un premier point. Et de fait, le deuxième point, c'est la courbe en orange. Évidemment, dès lors qu'on modifie le flux, le stock se modifie en conséquence, mais par inertie, c'est quelque chose qui évolue de manière progressive avec le temps. Donc évidemment, sur le stock, on a également une augmentation de la part des contrats multisupports qui se fait année après année, et on est de l'ordre de 72% au cours de l'année 2016, mais c'est quelque chose qui a vocation à augmenter. Alors, le fait d'avoir des contrats, c'est bien, mais qu'est-ce qu'il y a au sein des contrats? Si vous avez un contrat multisupport, rien ne vous empêche d'avoir que de l'euro. Bon. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, de fait, on a atteint un point bas en 2012 en termes de cotisation en unité de compte sur l'ensemble des cotisations. À votre avis, la part des cotisations en unité de compte en 2012, quand je dis qu'on a atteint un point bas, à votre avis, c'était quel pourcentage? Vous êtes juste à côté, c'était 12. C'est écrit? Ah bah oui, c'est oui. Ah bah oui, très bien. Voilà, en fait, c'est sur le graphique. C'est sur le graphique, on voit, lorsqu'on fait la moyenne 2012. Alors, on était à 12%. On était à 12%, ce qui s'explique, évidemment, par le graphique que je vais commenter maintenant. Il y a ce qu'on peut qualifier en économie de comportement moutonnier de l'épargnant lambda. Évidemment, cet épargnant va placer d'autant plus en unité de compte que il va écouter la radio, il va regarder la télévision, lire les journaux et se rendre compte que les marchés financiers remontent, voire enregistrent des performances élevées. Et donc ça va l'inciter à justement investir en unité de compte pour bénéficier de cette surperformance et de ces rendements qui sont plus élevés. Alors ça, historiquement, c'est quelque chose qu'on observe et c'est quand même assez frappant, c'est le graphique de gauche. Lorsqu'on met sur un même graphique l'indice CAC 40 et la part des cotisations en UC sur les cotisations totales en assurance vie, on a deux courbes qui sont quasiment identiques. Si on fait cette double échelle de façon satisfaisante, sauf depuis, on va dire 3 ans et demi, on voit un écart qui grossit entre les deux courbes. C'est-à-dire que, oui, de manière générale, l'épargnant investit plus en UC lorsque les marchés financiers sont bien orientés. Mais cette relation est vraie historiquement, et cette relation, elle va au-delà sur la période récente. Il y a également une mobilisation des réseaux commerciaux, des sociétés d'assurance, couplée à une volonté, en tout cas une modification du comportement des ménages et une volonté d'augmenter le rendement de leur portefeuille, ce qui fait que cette relation continue d'exister, mais elle va au-delà sur la période récente. On voit qu'on a un écart assez massif entre ce qu'aurait donné l'indice CAC 40 versus la part des cotisations en UC aujourd'hui. On est de l'ordre de 30%. 12% en 2012, 30% sur le premier trimestre de l'année 2018.
Donc c'est la manière dont les assureurs vie donc s'adaptent, et aussi, je pense que c'est l'intérêt de la clientèle, c'est l'intérêt des assureurs, en l'occurrence, que la part des unités de compte progresse, enfin, l'intérêt des assurés pour doper le rendement, l'intérêt des assureurs par rapport aux contraintes de fonds propres qu'on a pu évoquer. Bon, maintenant, on est des assureurs, on n'est pas des gestionnaires d'actifs, donc le but n'est certainement pas que les gens soient à 100% en unité de compte. Parce que à ce moment-là, quelle est la raison d'être des assureurs? Un assureur, c'est quelqu'un qui donne des garanties, qui donne des protections. Que l'on parle d'assurance dommage, que l'on parle d'assurance de personnes, c'est ça notre raison d'être, c'est de donner des protections. Donc les fonds euros, ils sont garantis complètement. Euro croissance, ils sont complètement garantis. Bon. Donc il y a en contrepartie de quoi, aujourd'hui, ils rapportent 1,5%. Bon. Les unités de compte, dont on a vu la montée en puissance, 12% il y a 5 ans, 30% aujourd'hui, c'est l'assuré qui assume complètement le risque. Ce n'est pas l'assureur. Il va investir sur des produits plus risqués, que ce soit actions, immobilier, obligations. Et on va espérer pour lui, bien sûr, que son rendement en soit dopé, ce qui a été le cas l'année dernière. Mais voilà, il y a quand même une prise de risque pour l'assuré. Donc le but n'est certainement pas de finir à 100% d'unités de compte, parce qu'à ce moment-là, on n'a plus de raison d'être et de valeur ajoutée par rapport aux gestionnaires d'actifs qui vous proposent d'aller investir en bourse, ils se prennent leur commission au passage, et puis ils n'ont pas de valeur ajoutée par rapport à ça. Donc on est probablement enfin, proche du maximum du mix produit, c'est-à-dire que là, les gens, c'est-à-dire on approche des maximums historiques, 30% d'unités de compte. Peut-être que ça peut aller un peu plus haut, mais pas beaucoup. Alors, les autres solutions, on les a déjà commentées au fil de cette présentation. Évidemment, pour chercher du rendement, ce qu'on peut faire, c'est jouer sur ce qu'on appelle la courbe des taux. On en a parlé en introduction, c'est à savoir rallonger la maturité de l'actif. On peut rechercher des rendements plus élevés à duration donnée. Ça, c'est simplement, on va placer sur des actifs qui sont plus risqués, notamment des entreprises qui sont moins bien notées. Donc on prendra des obligations corporate, enfin, triple B. Voilà. On peut également bénéficier de ce qu'on appelle les primes d'illiquidité. Et typiquement, ça c'est également une évolution qu'on observe sur la période récente. C'est des placements en infrastructure et en immobilier qui offrent des rendements qui sont plus élevés. La contrepartie, c'est que c'est des actifs qui sont illiquides. On ne peut pas forcément les porter à tout moment sur le marché et les vendre, parce que si la situation est défavorable, on a plutôt intérêt à les conserver en portefeuille. La gestion des passifs avec les mises en place de nouveaux produits et les solutions paramétriques, bon, ces deux points, on peut les mettre un petit peu ensemble. Vous savez qu'il y a l'eurocroissance qui a été mise en place en 2014. Actuellement, la profession travaille avec les pouvoirs publics pour justement faire en sorte de redonner de l'élan à ce produit en le rendant plus simple et pour l'assuré lambda, parce qu'on y croit, parce qu'on pense que justement c'est un produit qui se situe vraiment à mi-chemin entre les contrats en euros et les contrats en unités de compte. C'est-à-dire que évidemment, avec une moindre liquidité, le capital est garanti, mais uniquement au bout de 8 ans ou de 10 ans, l'assureur a la possibilité de placer davantage dans des actifs dynamiques, à rendement un peu plus élevé. Et donc, c'est également des choses sur lesquelles on est en train de pousser. C'est 2 milliards et l'objectif, c'est 20 milliards. Voilà. Là, si vous lisez la presse, aujourd'hui, on est à un chouïa plus de 2 milliards d'euros d'encours. 2 milliards d'euros d'encours, oui, évidemment, c'est vraiment très très faible. Quand on sait que l'encours de l'assurance vie, on est plutôt proche de 1700 milliards d'euros. Bon. Mais c'est également un produit qui est jeune, et il ne faut surtout pas oublier, c'est un produit qui a été lancé, sans rentrer dans des dispositions techniques, c'est un produit qui est également cantonné, et c'est un produit qui a été lancé lorsque les taux étaient bas. Et l'intérêt pour un assuré de prendre ce produit dans cet environnement est plutôt négatif. Donc il a été lancé au mauvais moment, et puis certaines dispositions réglementaires avec le basculement de plus-value latente n'étaient pas disponibles au début, elles l'ont été un peu plus tardivement. Bref, le lancement a été un peu compliqué, mais c'est un vrai produit et on y croit, et c'est la raison pour laquelle ça revient avec force sur le débat. Et l'objectif, c'est clairement d'atteindre, de multiplier cet encours par 10 en 2 ans. Alors, terminerai propos sur deux choses de manière, pour donner un petit peu de hauteur à cette présentation et vous dire, là, de manière prospective,
on a regardé beaucoup dans le rétroviseur et la situation actuelle. Mais de manière prospective, qu'est-ce qui nous attend? Alors deux choses, pourquoi? Parce que de manière totalement indépendante de notre part, il y a un très bon édito des Échos d'aujourd'hui qui parle des taux et du risque de krach obligataire. Je vous invite tous à lire cet édito qui date d'aujourd'hui, il est sorti ce matin, et qui vient étayer un peu la cartographie des risques. On va parler de cartographie des risques. Là, ce qui est représenté ici, alors ça ressemble à une feuille d'automne, mais ce n'est pas une feuille d'automne. C'est finalement ce qu'on va qualifier, vous voyez, il y a 4 courbes, mais on va qualifier de 3 scénarios. Voilà. Alors, il y a le scénario vert. Ce qui est représenté là en abscisse, c'est plutôt une échelle de temps. En ordonnée, c'est plutôt le niveau des taux d'intérêt. Et la courbe verte, à dessein, elle est verte parce que c'est le scénario le plus favorable. C'est une remontée lente et progressive des taux d'intérêt. Ce qui permet aux sociétés d'assurance de modifier la composition de l'actif de manière progressive avec celle des passifs et de s'adapter à ce nouvel environnement. Scénario le plus favorable. Il y a le scénario orange. Le scénario orange, c'est la courbe que vous voyez tout en bas, qui est le maintien des taux à un niveau durablement bas. Évidemment, si les taux sont bas, dans des contrats d'assurance vie, vous avez la rémunération de ce contrat qui va vers l'épargnant, vous avez également des frais qui permettent aux assureurs de vivre. Prélever 0,3% de frais d'un contrat qui offre 0,5%, c'est compliqué. Prélever 0,3% de frais d'un contrat qui offre 3%, c'est beaucoup plus simple. C'est assez mécanique, mais c'est la raison pour laquelle ce scénario orange, c'est un scénario qui est plutôt défavorable pour la profession de l'assurance. Et ça revient un peu à un scénario d'inflation faible, de déflation, un peu le scénario à la japonaise. Il ne faut pas se cacher. Le troisième scénario, en fait, vous avez 2 cas de figure, c'est les 2 courbes rouges, qui font un peu les bordures de cette feuille d'automne, qui correspondent à cette augmentation nette et sensible des taux d'intérêt, une augmentation brutale des taux d'intérêt. Alors, qu'elle intervienne demain ou qu'elle intervienne dans 5 ans, c'est relativement compliqué parce que vous voyez bien les situations dans lesquelles peuvent se trouver un certain nombre d'acteurs, où à l'actif, vous avez des engagements qui vous donnent un niveau de rémunération qui est relativement faible, alors que la situation de marché, elle, aujourd'hui, elle offre potentiellement un rendement qui est beaucoup plus élevé. Donc évidemment, on revient sur ce risque de rachat. L'épargnant lambda a tout intérêt, lui, de manière individuelle, récupérer, racheter son contrat d'assurance vie pour tout de suite le replacer dans un autre contrat qui viendrait se caler directement à la situation de marché préexistante. Bon, ça c'est la cartographie des risques, c'est ce qu'on peut qualifier d'univers des possibles. Alors, comme dit, donc là, il y a un édito aujourd'hui dans les Échos, et la question qui est posée dans cet édito, c'est sommes-nous à la veille d'un krach obligataire? C'est une question qu'on voit pointer de manière de plus en plus forte depuis le début de l'année. De fait, on dit qu'on a changé de situation. Là, ce qu'on a représenté, c'était la première slide, c'est une diminution des taux d'intérêt depuis 30 ans, et on se retrouve dans un marché qui change, et on est plutôt dans une augmentation des taux d'intérêt, et donc dans une diminution du prix des obligations. Une augmentation des prix des obligations, et si cette augmentation elle est massive, c'est ce qu'on appelle un krach obligataire. Donc c'est un sujet qui revient avec force. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce krach obligataire? Fondamentalement, la situation, et si on regarde juste à l'aune de ce qui s'est passé ces derniers jours, elle est très différente d'une économie à l'autre. Pour partager avec vous l'actualité, en début de semaine, l'Italie commence à former un nouveau gouvernement qui rassemble les positions, disons, un petit peu contradictoires, voire orthogonales, entre 2 partis populistes, que sont le mouvement 5 étoiles et la Ligue du Nord. Ils se mettent d'accord, enfin il y a une fuite, et ils se mettent d'accord sur le fait de porter auprès de l'Union européenne l'effacement d'une partie de la dette italienne à hauteur de, est-ce que vous l'avez vu, 250 milliards d'euros. Alors ça a été contredit assez rapidement après, mais ne serait-ce que cette information, qui, on ne sait pas si c'est une fake news, mais cette information, elle a tiré de manière assez massive les taux d'intérêt italiens vers le haut. Mais si les taux d'intérêt italiens augmentent, par le jeu de l'offre et la demande, vous avez
le phénomène qu'on voit souvent et qu'on qualifie de flight to quality, en fait, vous avez un report vers des obligations qu'on va qualifier d'obligations refuge, et typiquement le Bund allemand, et auquel on peut également placer l'obligation française. Le Bund allemand est à 0,6, l'obligation française, on a vu, entre 0,8 et 0,9. Première situation. Deuxième situation, toujours en commentant, mais vraiment en lien avec cette présentation, en commentant l'actualité. Deuxième situation, donc on voit ce qui se passe au Moyen-Orient. Actuellement, c'est relativement compliqué, et notamment la position américaine vis-à-vis de l'économie iranienne, qui est un pays producteur de pétrole. On voit une augmentation, on assiste à une augmentation sensible du prix du pétrole. Comme dit en introduction, augmentation du prix du pétrole, ça fait une augmentation de l'inflation. Et pour juguler cette augmentation de l'inflation, les banquiers centraux seront amenés à normaliser la politique monétaire de manière plus forte, avec une augmentation des taux. Augmentation des taux d'intérêt qui viendrait elle-même alimenter l'augmentation des taux obligataires. C'est ce qu'on observe actuellement aux États-Unis. C'est quand même assez frappant. On interroge l'ensemble des financiers, il y a à peine un mois, le niveau des taux est à 2,8% aux États-Unis, et ils disent dans un an ça sera 3,2%. Aujourd'hui on est quasiment à 3,1%. Uniquement avec cet événement un petit peu extraordinaire. Donc, cette crainte d'augmentation, de krach obligataire, d'augmentation des taux d'intérêt et de diminution très très forte du prix des actifs, en lien avec ces tensions géopolitiques, avec les tweets de M. Trump et autres. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a évidemment beaucoup d'instabilité, et la personne qui vous dira oui, il n'y aura pas de taux, il n'y aura pas de krach obligatoire, bon. Et de même, la personne qui vous dira il y aura un krach obligataire, fondamentalement, c'est des choses que la science économique ne sait pas prévoir. Si on savait prévoir ça en amont, évidemment, ça serait. De la même manière que 2008-2009, c'est quelque chose qui est passé sous les radars de la plupart des organisations. En revanche, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des garde-fous. Les garde-fous, c'est clairement les politiques monétaires qui sont très soucieuses d'une remontée progressive des taux, et ceci est vrai aussi bien de la part de la Fed que de la part de la BCE. En lien avec un objectif qui est beaucoup moins présent, qu'on retrouve de manière beaucoup moins présente dans la presse, mais qui est inscrit dans les traités de stabilisation financière. Merci José. Donc peut-être juste quelques mots en conclusion, puisqu'on approche de l'heure, et j'espère que vous en retirez quelques enseignements. Et peut-être pour essayer de résumer, donc ce sentiment qu'on danse sur un volcan quand même, alors c'est peut-être le cas toujours, mais c'est vrai que pour l'industrie de l'assurance, il y a quand même un certain nombre de dangers liés donc à des règlements climatiques, pour ce qui est de l'assurance habitation, la révolution numérique qui peut aussi perturber l'assurance auto, cette instabilité financière où on voit que les taux d'intérêt qui resteraient bas, c'est pas bon pour l'industrie de l'assurance, mais des taux d'intérêt qui remonteraient brutalement, ce serait pas bon non plus. Donc il y a un chemin de crête que les banques centrales essayent de trouver, de remontée progressive et lente des taux d'intérêt. C'est ça qui est le seul chemin non déstabilisant, et pour la clientèle et pour les assureurs. Mais voilà, est-ce qu'on va être capable de suivre ce chemin, hein? C'est pas évident avec les tensions géopolitiques que rappelait José, les effets de panique possibles, hein, les crises financières, les bulles éclatent, se déclenchent brutalement. Voilà, il y a toute une histoire des paniques financières. Et donc voilà, tout ça pour vous montrer qu'on est dans une situation qui n'est pas si sereine que ça. Et donc il faut piloter de façon très attentive ces différents risques. Pour ce qui est des risques qu'on a vus aujourd'hui, les risques financiers, les risques liés au taux d'intérêt bas, quelle conclusion en tirer? D'une part, qu'il faut essayer de gagner sa vie sur son cœur de métier, puisqu'il ne faut pas être trop dépendant des produits financiers, ce qu'on a sans doute été trop par le passé. Les assureurs ont été trop des financiers par le passé. Il faut vraiment réapprendre à gagner sa vie sur son cœur de métier, sur l'assurance auto, sur l'assurance habitation, sur les accidents de la vie, etc. Toute profession gagne normalement sa vie sur son cœur de métier. Il n'y a pas de raison que l'assurance soit une sorte d'exception qui renonce à gagner sa vie sur son métier, mais qui heureusement se refait
sur les produits financiers. Donc ça veut dire des consignes de rigueur technique et de qualité de la souscription sur les différents métiers. C'est quand même le premier des enseignements. Très bonne remarque d'ailleurs. Et une bonne formation à l'IFPAS. Et une bonne formation à l'IFPAS pour gagner sa vie grâce à une bonne souscription et une bonne sélection des risques. Voilà, c'est quand même la première des conclusions un peu simples. Et deuxièmement, c'est vrai qu'on comprend la préoccupation pour ce qui est de la finance. On a vu les coussins de sécurité qui existent, qui sont réels et qui sont protecteurs pour ce qui est des assureurs vie, mais on comprend la préoccupation des autorités prudentielles en cas de remontée brutale des taux d'intérêt. On comprend pourquoi ça peint d'eux, on comprend ce qu'a pu être leur raisonnement et leur inquiétude. Et donc il faut vraiment qu'on ait ça en tête pour piloter les risques financiers aussi de la façon la plus prudente qui soit. Voilà, j'espère que cette conférence vous aura été utile et instructive, et je vous remercie ainsi de suite.